Oui, Mohamed Alors, Bari. on va revenir notamment sur les acquis du CNRD, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il n'y a pas mieux placé que vous de parler notamment les principales réformes structurelles initiées par le CNRD depuis, au sein de l'armée, depuis la prise des responsabilités de l'armée guinéenne sous la clairvoyance du président de la République général Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce qu'il faut retenir également de ces réformes structurelles initiées au sein de l'armée guinéenne? Bien, je pense qu'aujourd'hui, sans modestie, le département de la défense nationale est parmi les départements qui ont eu beaucoup plus d'atouts, beaucoup plus de regards de la part du CNRD depuis le 5 septembre 2021 jusqu'à date. Vous avez parlé de réformes. L'une des meilleures choses ou l'une des meilleures actions instaurées ou opérées au sein de l'armée, ce sont les réformes. La toute première activité a consisté à donner ou à structurer le ministère de la Défense en fonction des besoins actuels de défense à travers le monde. Donc, il y a eu ce travail qui a été fait et le président l'a entériné par un décret le 7 août 2023 qui a donné une nouvelle configuration au ministère de la Défense nationale. Et après cette réforme du ministère de la Défense nationale, tous les départements, que ce soit des services rattachés, des services d'appui ou les directions, ainsi de suite, chacune de ces structures a travaillé avec le comité sectoriel de sécurité. C'est cette structure, c'est ce comité qui est chargé d'élaborer les textes au niveau du ministère de la Défense nationale. Toutes les directions sont passées en fonction des nouvelles orientations données au ministère de la Défense, l'adapter au contexte actuel. Et cela a fait, ce travail a été fait, ce qui nous amène autour de plus de 60 textes réglementaires qui ont été élaborés et qui nous permet environ 34 décrets qui ont été travaillés, élaborés et adaptés aux réalités actuelles en termes de sécurité, en termes de défense. Donc, toutes ces structures, toutes ces directions sont aujourd'hui avec de nouvelles structures. Le président a fait le décret pour la défense nationale. Le ministre de la Défense nationale, à son tour, a pris des arrêtés pour chaque structure en fonction des nouvelles orientations données. Bien. Très bien. Oui, en termes de formation, parce qu'on sait que le défi aussi se posait dans un passé très récent, est-ce qu'il y a eu des mécanismes qui ont été, on va dire, utilisés pour pouvoir améliorer, renforcer les capacités, on va dire, de formation des hommes en uniforme? Bien sûr. Vous savez, dans toute entité, pour qu'une entité soit performante, il faut des ressources humaines performantes. La formation est prioritaire au niveau du ministère de la Défense nationale. C'est pourquoi je vous fais une révélation. Depuis notre indépendance jusqu'à date, il y avait des structures de formation qui manquaient pour le ministère de la Défense ou pour les forces armées guinéennes. Il a fallu attendre l'arrivée du CNRD pour mettre ces structures de formation en place. Il y a 4 écoles. Il y a 4 écoles. L'école d'état-major de Guinée. Avant, nos officiers étaient obligés d'aller ailleurs pour se former. Il a fallu attendre le CNRD pour mettre cette école qui aujourd'hui fonctionne avec sa 4e promotion. La première promotion a été formée, il y a eu un temps, et maintenant avec le CNRD, on a pris avec la 2e, la 3e, et c'est la 4e promotion qui est en train d'être formée en ce moment. Et il y a aussi l'école de munitions de Falesade. Une école à vocation de former les militaires sur les munitions, sur les armes. Il fallait partir ailleurs pour le faire. Et aujourd'hui, nos officiers ou nos soldats sont formés sur place. On n'a plus besoin d'aller ailleurs. La 3e école, c'est l'école de la gendarmerie, des officiers de la gendarmerie. Bien. Et à date, ces écoles-là fonctionnent et donnent vraiment des formations de qualité. Et la plus grande innovation, c'est au niveau du Prytanée, que nous appelons l'école préparatoire technique. C'est le terme normal, mais le nom connu, c'est le Prytanée. À ce niveau, ce sont ces 4 écoles. Et je vous informe que ces écoles n'ont pas attendu des années pour vraiment imposer leur notoriété sur le continent. Aujourd'hui, ces écoles-là accueillent des étrangers.
accueille des étrangers. Si je prends... Ce qui veut dire qu'il y a des familles du Sénégal, des autres pays qui... Oui, effectivement. Si nous prenons le Britannique militaire, cette année, le Britannique Guinée accueille 7 pays. Wow. 7 pays africains. Il y a le Togo, le Bénin, le Niger, le Gabon, le Mali, Congo-Brazza et le Cameroun. Donc, il y a environ leurs apprenants. Qui ont envoyé et qui sont en train d'être formés en ce moment au niveau du Britannique Guinée. Okay. Si je prends l'école d'état-major, actuellement, il y a 8 officiers qui sont venus des pays amis aussi, des officiers stagiaires qui sont là, qui sont en train de travailler, qui apprennent avec les Guinéens. Il y a des Maliens dedans, des Camerounais, des Burkinabés, des Nigériens, des Béninois, des Togolais, des Congolais de Brazza et des Gabonais. Donc, ça veut dire que la transition a donné un coup de pouce au volet formation. En 2024, par exemple, il y a eu plus de 3000 soldats ou militaires qui ont reçu des formations, que ce soit dans les écoles que je viens de citer ou dans les autres écoles. Il y a aussi l'école de Manéa qui travaille, qui est une école aussi à vocation sous-régionale et qui a reçu des étrangers qui sont en train de suivre la formation à ce niveau. Donc au niveau de l'armée, vous voulez dire que la Guinée a véritablement marqué son repositionnement, parce que l'un des 5 R du CNRD, c'est la question bien sûr du repositionnement. Donc au sein de l'armée aujourd'hui, à vous entendre, c'est une réalité, c'est ça? C'est une réalité, c'est vérifiable, ce sont des choses concrètes. Et nous pouvons dire que puisque avant, c'était la période des indépendances, tous les pays qui voulaient avoir leur indépendance venaient s'abreuver en Guinée ici. Donc ce repositionnement, c'est une réalité. Hier, on recevait les autres. Et cette fois-ci, avec le CNRD depuis le 5 septembre 2021, les étrangers viennent encore en Guinée pour apprendre, et la formation est vraiment appréciée par ces étrangers qui viennent. Alors, l'un des défis auxquels des pays africains aujourd'hui font face, c'est la question de la lutte contre le terrorisme et également la criminalité frontalière. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des mécanismes aujourd'hui qui sont disponibles dans le cadre également du renforcement des capacités opérationnelles de l'armée guinéenne vis-à-vis également de ces deux défis-là? Bien. L'une des vocations des forces armées, c'est assurer la sécurité nationale, garantir l'intégrité territoriale et permettre à la population de vaguer à ses activités et sauvegarder les biens de cette population. Pour répondre à cette question, nous faisons du travail dans plusieurs domaines. Il y a des patrouilles qui sont organisées régulièrement le long des frontières. Ces patrouilles permettent de dissuader, mais aussi de garantir la sécurité ou l'intégrité du territoire national. C'est ce qui a même prévalu parmi les réformes, la création des bataillons opérationnels régionaux. Il y a le bord 1 à Kindia, le bord 2 à Labé, le bord 3 à Kankan et le bord 4 en Zérékoré. Ce sont des unités qui sont chargés de surveiller permanemment nos équipes et nos frontières. Et quand vous regardez, on a même envoyé des vidéos sur une des opérations du bord 4, par exemple, au niveau de la région forestière. Justement. Ils sont régulièrement le long de nos frontières pour travailler, sécuriser, et ils sont équipés. Ils sont équipés avec vraiment des choses de dernière génération, puisque c'est ce que je vous ai dit. Il y a eu des réformes pour adapter les missions, les équipements, tout de l'armée aux préoccupations, aux réalités actuelles. Ces bords sont équipés d'un personnel compétent, avec des équipements adéquats pour vraiment sécuriser le long de nos frontières et faire ce travail dans les règles de l'art. Et sur la question du terrorisme, parce que là, qu'est-ce qui est fait en termes de renforcement des capacités? Et surtout à ce niveau, il faut rappeler quand même que le terrorisme, quand même, c'est une question, c'est une, on va dire, réalité asymétrique. On ne peut pas de façon... Voilà. À ce niveau, eux, ils font le travail. Ils font un travail transversal.
la sécurisation des frontières comprend beaucoup de paramètres. Beaucoup de paramètres. Donc, quand ils sont sur le terrain, l'essentiel, que nous soyons à l'abri de tout ce que vous entendez, que n'importe quelle menace, ces bords-là sont chargés de repousser toutes sortes de menaces vers la Guinée. Et je pense qu'ils font bien ce travail pour le moment. Oui, en dehors de sa mission régalienne de défense nationale, est-ce que l'armée aussi contribue à l'essor économique de la Guinée? Parce que dans le passé, il y a par exemple le génie militaire qui avait joué, qui avait joué son rôle dans le cadre des grands projets routiers. Est-ce qu'aujourd'hui, cette unité a été remise au goût du jour pour pouvoir contribuer à cette dynamique en cours aujourd'hui? Bien. Il y a le slogan, peut-être ça passe inaperçu, mais ce slogan dit tout. Notre nation, notre raison d'être. Ça, c'est le slogan au sein de l'armée depuis l'avènement du CNRD au pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'armée n'est pas une entité à part. L'armée existe parce que le peuple est là. Et ce peuple a pour protecteur cette armée. Donc, tout ce que l'armée fait, sauvegarder l'intégrité du territoire national, mais l'armée participe au développement socio-économique du pays. Vous avez parlé, je commence par le génie militaire. Vous savez, actuellement, le défi majeur de tous les pays africains, c'est le problème d'infrastructure. Les infrastructures routières, l'habitat, ainsi de suite. Le génie militaire a été formé, puisqu'il y a eu tout d'abord un recrutement pour prendre des spécialistes, des ingénieurs de ponts et chaussées, des ingénieurs de bâtiments, des ingénieurs d'électricité, des jeunes qui sont sortis dans nos universités, qui ont été recrutés et formés, et ils portent aujourd'hui la tenue. Ces jeunes sont au niveau du génie militaire. Et le génie militaire a été équipé avec tout ce qu'il faut pour la construction des routes, avec tout ce qu'il faut pour la construction des bâtiments. Donc, vous avez suivi tout récemment l'inauguration de nos centrales. Il y a une centrale d'arrobage au niveau de Tabili. Tabili. Et cette centrale est unique pour le moment en Guinée. C'est la centrale mobile. Vous savez, qui est spécialisée dans la construction du goudron. En termes simples, c'est le goudron. Et cette centrale peut être prise, déplacée, envoyée à Kindia, l'installer là-bas pour faire la route à Kindia, après la déplacer, envoyer ailleurs. Par contre, les autres sont fixes, ce sont des centrales qui sont sur place. Il y a une centrale de concassage au niveau de Kouria. C'est cette centrale-là qui fournit les matières premières pour les granites, et ainsi de suite, les différentes dimensions de granit, et qui permettent vraiment d'alimenter la centrale. Qu'est-ce que nous voulons? Nous souhaiterions que l'armée participe à la construction des routes, puisqu'on se rend compte que nos routes sont surfacturées. Deuxièmement, ces routes, quel est l'autre problème? C'est qu'il y a une dégradation prématurée de ces routes. Alors, le contribuable n'est pas satisfait du travail, mais quiconque connaît, celui qui connaît l'intégrité, la rigueur au sein de l'armée, si nous confions une route à l'armée, le travail sera bien fait et avec de la qualité. L'armée a déjà fait ses premiers pas ou ses premiers exemples en Guinée. Si vous prenez la route Mamou-Farana, c'est une route qui n'existait pas à l'indépendance. Elle n'existait pas. C'est l'armée qui a ouvert cette route. Et à Conakry, ici, il y a des voiries, par exemple, qui ont été construites par l'armée guinéenne. Donc, l'armée revient, comme vous l'avez dit, c'est un repositionnement. Nous revenons pour participer au développement socio-économique du pays. Ça, c'est dans le domaine du génie militaire. Alors, l'autre participation, l'agriculture. L'armée participe dans l'agriculture. On se rappelle. En 2024, nous avons fait 550 hectares de riz récoltés et mis à la disposition de la population. Ce sont des militaires, des jeunes qui ont été formés, des ingénieurs agronomes, ainsi de suite, qui sont au niveau de cette direction
et qui travaillent dans les champs, labourent et donnent vraiment quelque chose pour que nous puissions participer à l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est un aspect vraiment qui est là aujourd'hui et qui donne satisfaction. L'armée également participe à ce que nous appelons la préservation de la santé de la population. Ouais. Quand vous faites le calcul, on vous donne les résultats, le taux de fréquentation des structures sanitaires des armées, la population civile dépasse celle militaire. Okay. Si vous prenez dans les 100%, vous trouverez que les 70% sont des civils. Et la qualité y est, puisque ce sont des élites qui sont formées, qui sont au niveau de la santé militaire. Non, je vous donne juste un exemple. Ouais. Quand il y a eu incendie au dépôt du carburant, la plupart des grandes structures de Conakry ont reçu des blessés. Oui. Mais la consigne de l'autorité, c'était quoi? 0 mort ici. Et on n'a enregistré aucun cas de décès. Ouais. La gravité des brûlures ou des blessés, personne n'a rendu l'âme au sein des structures de santé de l'armée, puisque, un, ils sont compétents. Deuxièmement, le matériel est là. Nous avons le matériel adéquat qu'il faut. Et nous organisons aussi des campagnes gratuites pour la population. L'année dernière, il y a eu au moins 2 campagnes d'opérations en ophtalmologie. Effectivement, oui, on a vu ça à l'intérieur du pays. C'était gratuit. C'était vraiment intéressant. À vous entendre, quand même, l'armée guinéenne est sur beaucoup de fronts, que ce soit la défense de la patrie, mais aussi l'investissement de l'armée dans la question du développement. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a des mesures prises également par les autorités dans le cadre également de l'amélioration des conditions de vie? Je parle bien de l'armée, je parle bien en termes de logement, en termes de bien-être social, pour notamment les militaires, pourquoi pas les familles. Ça aussi, ça a été l'une des questions face à laquelle les résumes précédents en Guinée n'ont pas pu trouver la solution. Oui, il y avait un défi à ce niveau. Oui. Bien. Sur ce plan, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je prends d'abord les uniformes. À la prise du pouvoir, à la prise du pouvoir par le CNRD, les uniformes étaient disparates. Chacun s'habillait en fonction de ses moyens. De ses moyens. Pour une armée nationale, quand même, c'était un peu compliqué. Je ne dirais pas que c'est une honte, mais c'était encore une défaillance. Une des premières des choses, c'était d'avoir des uniformes pour l'armée guinéenne. Aujourd'hui, l'armée est en uniforme. Avant, chaque soldat ou chaque militaire achetait ses tenues. À date, c'est vérifiable. Vous ne trouverez pas ce militaire qui ne te dira pas « Oui, j'ai au moins 3 tenues, 4 tenues en réserve. Wow. Gratuitement, avec tous les accessoires. » Et la révélation, c'est quoi? Ces tenues ne sont ni importées, elles sont toutes cousues ici par les militaires et des civils. Le président de la République a dynamisé cette usine, l'usine militaire de Conakry qui est au camp Al-Faya, qui fait la tenue pour tous les corps militaires. Vous avez suivi la parade militaire du 2 octobre. Ouais. Toutes ces tenues, aucune tenue n'est venue de l'extérieur. Toutes ont été confectionnées par l'armée guinéenne. Donc, aujourd'hui, personne n'a le souci pour avoir de tenue ou quoi que ce soit. Donc, les dotations sont régulières. Que tu sois jusqu'à Yukunkun ou que tu sois à Conakry, il y a un système bien huilé qui permet à chaque soldat, à chaque entité de recevoir régulièrement. Et vous avez vu aujourd'hui, quand vous êtes en face d'un militaire, chacun a sa tenue et ça facilite l'identification. Sinon, au passé, c'était encore des tenues. Ouais. Tu pouvais retrouver toutes sortes de nations dans les uniformes au niveau de l'armée. Sur le plan de logement, je vais vous donner des chiffres. Vous savez, en 2009, il y a eu des infrastructures qui ont commencé au temps du CNDD. Ces infrastructures ces chantiers ont été arrêtés. Donc, le travail a consisté à relancer ces ouvrages. On en compte plus de 534 ouvrages.
qui ont été relancés et qui aujourd'hui, la plupart de ces ouvrages sont terminés. Et il y a eu des améliorations encore. Quand vous prenez au niveau des différents camps, là où il y avait ces projets-là, exécutés par la société Gicopress, faites un tour au camp Alpha, vous trouverez que ces infrastructures sont terminées sont disponibles. Et mises à la disposition de l'armée. Oui. Donc, certains qui avaient des problèmes dans le quartier pour se loger sont maintenant logés dans l'enceinte du camp. Ça, c'est un aspect. Il y a aussi les frontières. Oui, quand même, je me souviens bien lors d'une des missions parlementaires de la 8e législature, les députés d'alors ont fait ce constat amer des conditions un peu difficiles de l'armée au niveau des frontières. Ils en ont fait des recommandations. Et voilà, si aujourd'hui on apprend que tout cela a été corrigé, c'est une très bonne nouvelle. Tout cela a été corrigé. Ouais. Quand vous faites, il y a eu un maillage total le long de nos frontières. Les PA frontaliers ont été construits, puisque avant c'était des cases où il y a des bâtiments loués par-ci par-là. Actuellement, il y a au moins une trentaine de PA avec des infrastructures modernes. Tout, ils sont dans tout le confort nécessaire. L'eau, l'électricité, le confort et la sécurité tout au long de nos frontières. Quand vous venez, vous n'avez même pas envie d'aller en ville pour quoi que ce soit, puisque ce que vous trouvez au niveau des PA est plus que ce qui est dans le village environnant. Donc les gens sont stabilisés à ce niveau, ils sont dans toutes les conditions. Ça, c'est au niveau des PA. Qu'est-ce qui a été fait encore au niveau de l'aviation militaire? Avant, depuis l'indépendance, jusqu'à date, jusqu'à maintenant, ou avant la construction de ces infrastructures, les travailleurs ou les militaires de l'aviation militaire étaient logés dans les édifices de l'aviation civile. Quand vous partez à Farana, les bâtiments de l'aviation civile, c'est ce qu'occupait l'armée de l'air. Mais à date, Zérékoré, Kankan, Labé, ainsi de suite, on a construit des équipements, des infrastructures pour le cadre du travail, c'est-à-dire des bureaux, mais aussi des infrastructures pour le logement du personnel. La même chose aussi pour la marine nationale. Allez à Benti, vous vous rendez compte, allez à Forikaria, vous allez découvrir que ces infrastructures sont vraiment là pour vraiment soulager la population militaire qui avant souffrait de ces situations, mais à date, toutes ces infrastructures existent et c'est des choses qui sont vérifiables. Très bien.